Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors moi j'étais très étonné parce qu'il n'y a pas toujours des défenseurs quand il y a un procès au Moyen-Âge. Oui. Et donc son défenseur, Guyard de Cressonessart, est avec elle. C'est un personnage fascinant, on pourrait presque faire une émission sur lui d'ailleurs. Oui, il est assez étrange, ouais. Quel rôle il a dans cette affaire ? Il est assez étrange, d'autant plus que c'est Schoenfield qui a vraiment reparlé de lui. Oui. Il y avait Paul Verlaine qui l'avait mentionné quand même quand il avait traduit aussi les minutes du procès. Mais c'était un article érudit. Et donc Schoenfield a vraiment pris le temps d'essayer de se renseigner sur ce personnage. Donc c'est un homme qui se décide à défendre Marguerite, alors qu'on lui a rien demandé. Voilà. On n'est même pas sûr qu'ils se connaissent. Ça c'est fou ça. Et il a entendu un appel, en fait, il a reçu une mission, ça c'est le terme qu'il utilise, mission. Pas divine quand même, si. Bah si, en allant à la Sainte-Chapelle. Alors c'est là aussi, c'est un peu étrange, parce que la Sainte-Chapelle, pour celles et ceux qui connaissent pas, il y a deux chapelles. Il y a la chapelle basse et la chapelle haute. La chapelle haute, c'est celle qui est la plus magnifique, voilà, avec les vitraux extraordinaires, mais elle n'est pas accessible à tout le monde à l'époque. Oui, c'est une chapelle royale, ça. Oui, oui. Donc il y a des gens qui sont en permanence, des moines qui sont là pour chanter les heures. Et donc il y a toujours un service. C'est vraiment la pompe là, religieuse. Mais normalement, c'est la famille du roi, la cour, et un certain nombre de personnes autorisées à titre exceptionnel à y rentrer. Et il dit qu'il a été ébloui par la Sainte-Chapelle et qu'il a senti cet appel d'être l'ange de Philadelphie. Il va jusque-là. Donc là, ça fait référence à l'Apocalypse. Oui, pas aux États-Unis. Non, pas du tout. Les États-Unis ont plutôt fait référence à l'Apocalypse que l'inverse. Ouais. Et en effet, quand on est à la chapelle haute de la Sainte-Chapelle, il y a des vitraux qui font référence à l'Apocalypse. Quiconque de ne pas être ébloui par ça. Ah oui, on est exalté en fait. C'est fait pour. Et donc on comprend qu'il ait pu, avec les codes de son époque, avoir cette impression. Mais ça veut dire qu'il a eu accès quand même à la chapelle haute. Ouais, je comprends. Il n'était pas à la chapelle basse. Ouais. Donc, qui est ce personnage ? On sait que son frère est templier aussi. Ah. Et on sait qu'il vient du Nord. Donc, il y a pas mal d'indices qui font qu'il a sans doute entendu parler de Marguerite. Et lui, il est à Paris, il réside à Paris. Et il se décide à la défendre. Donc, c'est qu'il y a une urgence pour lui et un intérêt à défendre cette personne qui, a priori, qu'il ne connaît pas. Alors après, est-ce qu'il dit ça pour ne pas être inquiété ou ne pas l'inquiéter davantage ? On ne saura pas. Et à la différence de Marguerite, lui, il va prêter serment, il va répondre au juge. C'est là où ça devient intéressant parce qu'on a en fait ces réponses qui sont plus ou moins délirantes pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des réponses où vraiment il se prend tellement où il se présente tellement comme l'ange de Philadelphie que il va soutenir des choses qui pour nous sont complètement hors de propos. Il est dans cette mouvance apocalyptique en fait, où pour lui la fin des temps est proche. Bon, ça c'est pas le seul. Bon, c'est à l'époque, il y a plein de mouvements différents qui le soutiennent. Et pour lui, Marguerite et le livre de Marguerite, c'est quelque chose qui fait partie de ce processus comme ça d'approche de l'apocalypse de la fin des temps. D'amener les âmes vers Dieu. Oui. Ça, effectivement. Alors ce livre, maintenant, elle va perdre son procès évidemment. Je dis évidemment parce que c'est un procès à charge totalement truqué. Staline à côté, c'est rien. J'exagère évidemment. Donc elle sera brûlée en place de grève. Bon, ce livre maintenant, quand on le lit, pour ceux qui, il est accessible aujourd'hui, n'importe qui peut lire ce livre. C'est quoi cette forme, ces dialogues ? C'est quoi ? C'est de la poétique historique ? C'est quoi ? C'est de la poésie ? C'est avant tout dans ce qu'on en a, dans ce qu'on trouve dans le commerce. C'est avant tout en effet un théâtre. Ça pourrait être joué, ça a sans doute été joué d'ailleurs dans certains couvents féminins en France. Et dans sa version originelle, on a retrouvé 2 petits extraits en fait qui étaient cachés dans une compilation de textes qui sont à Valenciennes. Donc ça, c'est Geneviève Aznor qui a retrouvé ces 2 extraits. Et quand on compare, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, ces 2 extraits qui sont au plus proches de l'original et notre version théâtralisée, à l'origine, c'était plus un journal d'une âme. C'était plus un espèce de journal intime, spirituel, en fait, où l'autrice disait « je » et il n'y avait pas les personnages. En tout cas, ils n'étaient pas nommés comme ça, ils n'étaient pas mis en tête de tirade. Donc, c'était vraiment un dialogue intérieur. Donc, on peut le lire comme une espèce de spectacle, comme ça, un peu abstrait quand même, ou alors comme une méditation
en fait, intérieur. Et dans tous les cas, il faut l'aborder sans vouloir le lire de A à Z d'une traite. C'est vraiment une lecture presque comme on lit parfois de manière un peu divinatoire des textes. Je pense au texte Roubaïat, par exemple, où de manière aléatoire, on va chercher un texte et on se dit, bon, bah, ce texte-là, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui, quoi. D'accord. Parce que il y a une indépendance des chapitres les uns par rapport aux autres, en fait. Certes, il y a le cheminement de l'âme, donc si on veut comprendre vraiment le cheminement intellectuel total, bah, vaut mieux suivre la progression du livre. Mais en fait, à chaque fois, ça nous donne à méditer. C'est vraiment des textes qui nous impliquent, qui nous engagent, qui nous obligent à réfléchir et à voir ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on en fait. Et dans une langue qui est très belle, donc en effet une dimension poétique, parce que elle joue beaucoup des sonorités, donc des assonances, des allitérations, des répétitions, des chiasmes. Il y a un travail même à travers les traductions et les reformulations que le texte a subi, on a quand même accès à en effet une poésie de la langue. Donc elle est très érudite quand même. Oui, ouais. Incontestablement. Ouais. Ah oui, bah, quand on fait enfin moi, ce que j'ai essayé de faire, je pense que je suis pas allée au bout parce que il y avait trop de choses. Mais l'état des lieux des références qu'on peut identifier, on a quand même un sacré catalogue. Bon, roman d'Alexandre, elle y fait directement référence dès le début, et puis en comparant la version du roman et puis ce qu'elle en dit, en fait, c'est vraiment pas du mot à mot, mais pas loin. Donc elle le connaît presque par cœur, ce texte, ou alors elle l'a sous les yeux. Ouais. Mais c'est pas. Et puis c'est la version parisienne. Alexandre le Grand, on a écrit son roman dans toute l'Europe et même au-delà au Moyen-Âge. Et on a différentes versions. Donc on sait qu'il y a des épisodes qu'on trouve que en France, et elle a la version française. Donc voilà. Ça, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres textes comme ça qui existent en Europe, assez proches, par exemple ? Alors, on a des textes qui peuvent, dans leurs propos, se rapprocher, mais on n'a pas de texte aussi riche, aussi énigmatique, et qui rentrerait dans une tradition à la fois littéraire, philosophique, religieuse. Donc des textes qui peuvent ressembler, on a par exemple La lumière fluente de divinité de Myrtille de Magdebourg, qui est une béguine allemande, qui développe une mystique qu'on appelle une mystique plutôt nuptiale, c'est-à-dire elle développe elle file la métaphore de l'union des noces de l'âme avec Dieu. Marguerite, en fait, elle est sur quelque chose de beaucoup plus intellectuel. On appelle ça la mystique plutôt spéculative. D'accord. Et donc c'est plus traditionnel parce que c'est plus associé au féminin, cette mystique nuptiale. On reprend le Cantique des Cantiques, on reprend tout ce vocabulaire amoureux, voire on emprunte à la littérature profane, courtoise, des images. Et ça, c'est typique des Béguines. On a plein de poèmes de Béguines qui surfent sur ça. On reprend des vraies chansons de l'époque ou des vrais poèmes de l'époque. C'est la même chose à l'époque. Et on les transpose dans un contexte religieux. Donc ça, c'est de la contrefacture. On en fait plein. Donc il y a Myrtille de Magdebourg. Et puis éventuellement, on peut aussi citer les poèmes d'Adjevus d'Anvers aussi, qui sont là aussi des poèmes sur l'union de l'âme à Dieu, qui sont parfois encore lus dans des mariages. Il y a des gens qui s'inspirent d'Adjevus d'Anvers pour faire des lectures. Ouais. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.